mondial 2014, J-1, les populations sont en effervescence. Ici et là, notamment au marché d'Adjamé, on achète des bricoles pour les matchs. Et toujours dans le cadre du mondial 2014, nous irons également au Brésil pour tâter le pouls de la ville de Sao Paulo. Enfin, des réflexions pour mettre fin au viol en temps de guerre. Plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, luttent contre le fléau. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans quelques heures s'ouvre la grand-messe du football mondial au Brésil et l'imminence du coup d'envoi donne des idées aux commerçants. Dans le district d'Abidjan, par exemple, des marchands proposent divers articles aux supporters, maillots des différentes sélections, lunettes de fantaisie ou encore des casquettes. Au marché d'Adjamé, notamment, les supporters, très enthousiastes d'ailleurs, font leurs dernières emplettes. C'est un reportage de Franck Wadio et Diane Mouegna. De l'ambiance, des couleurs vives et des gadgets de toutes sortes. Dans ce centre commercial de la commune d'Adjamé, le mondial se vit déjà moins de 24 heures avant le coup d'envoi. Nous sommes ici en plein dans le mondial, comme vous le voyez, les perruques, les ballons, et les drapeaux, et bien tout ce que vous voulez pour la Coupe du Monde, nous avons ça. L'affluence se fait de manière modérée, mais on pense que d'ici le samedi, on va faire salle comble. Clients dans le temps de la fête du football, mais aussi des vendeurs heureux de soutenir leur équipe. On souhaite que les éléphants aillent loin, bon, pour que Dieu puisse nous aider, pour qu'on aille loin, parce qu'on a trop pleuré. Je suis venue prendre des articles au BV, soutenir nos frères, vraiment on est de tout cœur avec eux, que vraiment cette année ils nous donne quand même le sourire, qu'on retrouve vraiment la joie de vivre. La Côte d'Ivoire, mais aussi le drapeau ghanéen, le maillot nigérian et d'autres couleurs sont arborés. La Coupe du Monde démarre ce jeudi 12 juin. La première opposition, le Brésil, pays organisateur, face à la Croatie à Sao Paulo. Et du côté du Brésil, quelle ambiance prévaut le coup d'envoi du mondial 2014? Comme en Côte d'Ivoire, est-ce l'heure de boucler les derniers achats de maillots et autres gadgets? La réponse avec notre envoyée spéciale au Brésil, Anne-Marie Nguessan. Toute ressemblance avec les quartiers populaires Boribana ou Gobelé d'Abidjan n'est que pure coïncidence. Nous sommes à Sao Paulo, plus précisément dans le quartier Pinheiros. Et ces fils téléphoniques, électriques et câbles de télévision numérique s'entremêlent officiellement pour le bien-être des populations. Dans ce quartier, comme dans pratiquement tout Sao Paulo, les populations ont de plus en plus du mal à bouder le mondial qu'elles accueillent après avoir gagné 5 fois la Coupe du Monde. À moins de 48 heures du début de l'événement, de petits drapeaux verts et jaunes habillent quelques magasins, motos et taxis, tandis que les décorations de rue, certes timides, apparaissent de plus en plus. Aux abords du stade Corinthians, qui va abriter l'ouverture de ce mondial, l'ambiance est plus à la fête. Vendeurs ambulants et supporters montrent que nous sommes bel et bien au pays du football par excellence. Colombia. Brasil, Corinthians. Je crois que l'esprit brésilien va faire que tout fonctionnera et tout marchera bien. On a ce qu'on appelle le jeitinho, et avec le jeitinho, tout d'habitude, le jeitinho, ça veut dire toujours ça fonctionne à la fin. C'est clair, le mondial débutera ce 12 juin au Brésil, même si le stade continue de se faire une beauté. Vers une meilleure intégration des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, des femmes handicapées motrices des communes de Yopougon et Abobo sont formées au métier de la coupe-couture. C'est une initiative conjointe de l'organisation non gouvernementale Lead africaine et de l'ambassade d'Australie au Ghana. Il s'agit ici de promouvoir l'autonomisation des femmes. On fait le point avec Franck Wadio et Diane Mouegna. Claudia, jeune femme handicapée moteur, pourra désormais se déplacer la tête haute. Elle vient de bénéficier d'une formation de 6 mois en coupe et couture. Une initiative de l'ONG Lead africaine, réseau régional pour l'étude et le leadership féminin.
Pour ce projet, ce sont des femmes handicapées qui vivent dans des quartiers démunis, donc qui n'ont pas la possibilité de s'insérer. Aujourd'hui, on a démontré par ce projet qu'elles avaient la capacité d'apprendre un métier et qu'elles avaient la capacité d'être autonomes. C'est une grande satisfaction. Ce n'est pas tout le monde qui accepte d'apporter une aide à quelqu'un. S'ils peuvent, avec l'aide qu'ils nous ont apportée, nous permettre de nous installer pour qu'on puisse jouir de ce qu'ils nous ont apporté. Comme Claudia, 24 autres jeunes femmes venues des quartiers de Yopougon et d'Abobo. Une formation qui a bénéficié de l'appui de la République d'Australie. Une initiative très très impressionnante. Les jeunes femmes ici sont vraiment fières de leur travail et de leurs produits. J'espère qu'elles vont devenir des entrepreneurs dans l'avenir. L'ONG Lead africaine est née en 2011. Elle s'est donnée pour objectif de contribuer à l'indépendance socio-économique de la femme, frange fragile de la population. La jeunesse de Côte d'Ivoire appelée à lutter, entre autres, contre la corruption. 3 structures, dont le Secours catholique américain, la Caritas et la Commission nationale justice et paix de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, ont organisé un atelier. Il s'agit d'impliquer les jeunes dans la construction de la paix, la réconciliation et la bonne gouvernance dans le pays. Les explications de Herman Niamia. En dépit de leur immense capacité à influer le changement, les jeunes sont souvent oubliés dans les efforts pour mettre fin à la violence. Cette affirmation est des catholiques Relief Service. En initiant cet atelier, les responsables de cette structure, en collaboration avec la Caritas Côte d'Ivoire, entendent impliquer la jeunesse dans la construction de la paix et la bonne gouvernance en Afrique. Pour cet atelier, les participants sont venus de 15 pays d'Afrique. La société actuelle est menacée par un certain déséquilibre. Il y a les guerres, il y a les troubles, il y a parfois le manque d'unité. Et tout cela contribue à certaines menaces de l'avenir. Or, nous savons que la jeunesse est l'avenir de la société. Et donc, nous devons préparer cette jeunesse à assurer la relève. Les initiateurs de l'atelier ajoutent aussi que les jeunes Africains ont des compétences et des idées qui n'ont jamais été appliquées au processus de création de la paix. Il s'agit aujourd'hui, selon eux, de traduire ces idées en réalité afin de les impliquer dans les prises de décision. Pour ce séminaire, les participants sont formés au leadership, à la responsabilité et aussi à la bonne gouvernance. La secte Boko Haram fait encore parler d'elle au Nigeria. De nouvelles attaques du groupe islamiste ont fait 5 morts dans 2 villages proches de Chibok, où plus de 200 lycéennes ont été enlevées il y a près de 2 mois. Un gouvernement de transition d'ici 60 jours au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar se sont mis d'accord pour achever le processus de dialogue. Il s'agit de savoir comment, quand et avec qui former cette administration. Ce sommet sous-régional tenu à Addis Abeba était considéré comme la rencontre de la dernière chance pour les protagonistes de la crise sud-soudanaise de prouver leur bonne foi. Le président Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar ont cédé à la pression de l'IGAD, autorité intergouvernementale pour le développement. Les belligérants font un grand pas vers une solution définitive de sortie de crise. Ils ont accepté de s'engager pleinement à respecter tous les accords conclus et à achever les négociations d'ici 60 jours. Ainsi qu'à former un gouvernement d'union nationale et à procéder à des réformes dans le pays. Depuis leur ouverture, il y a 6 mois, les pourparlers qui se tiennent dans le cadre de la médiation de l'IGAD n'ont pratiquement pas enregistré de réels progrès. Le président Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar ne respectent pas les accords qu'ils signent. Mais cette fois-ci, l'autorité intergouvernementale pour le développement met en garde les belligérants contre le non-respect des engagements pris mardi soir à Addis Abeba. S'ils ne respectent pas cet accord, l'IGAD, en tant que structure unie, en tant qu'organisation, agira pour rendre effective la paix au Soudan du Sud. Et cela comportera plusieurs options, incluant aussi bien des sanctions que des actions punitives.
La mise en garde de l'IGAD contre toute tentative de faire obstacle à la paix au Soudan du Sud cadre avec la démarche de la diplomatie américaine déterminée à mettre fin au conflit dans ce pays indépendant depuis 3 ans. Le conflit qui a commencé le 15 décembre dernier a déjà fait plusieurs milliers de morts et plus d'1,5 million de déplacés. Au Niger, c'est la fin de la grève à l'université. Environ 60 étudiants arrêtés et écroués à l'issue de violentes manifestations fin mai à Niamey ont été remis en liberté ces derniers jours. Un sommet à Londres, en Angleterre, pour mettre fin au viol comme arme de guerre. La République démocratique du Congo et les autres pays invités devraient prendre des engagements concrets en faveur de la justice pour les victimes congolaises. La star d'Hollywood, Angelina Jolie, et le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, ensemble pour combattre les violences sexuelles en temps de guerre. Ils président à Londres cette semaine le premier sommet consacré à ce fléau. Pendant 4 jours, des délégations de 48 pays se réunissent pour définir les moyens de lutter contre ces viols qui, selon Angelina Jolie, n'ont rien d'inévitable. C'est un mythe que le viol est une conséquence inexorable des guerres. Il n'y a rien d'inévitable là-dedans. C'est une arme de guerre dirigée contre des civils qui n'a rien à voir avec le sexe, mais avec le pouvoir. L'Afrique est particulièrement concernée. En RDC, environ 200 000 femmes ont été violées depuis 1998. Au Rwanda, selon les Nations Unies, entre 250 000 et 500 000 viols auraient été commis pendant le génocide. En Sierra Leone, le nombre de femmes violées pendant le conflit dépasserait 60 000. Au cours de ce sommet, des ateliers, des conférences et des expositions sont ouverts au public pour éveiller les consciences, créer un élan qui puisse déboucher sur des actions concrètes. Nous voulons que ce sommet brise la culture d'impunité pour les violences sexuelles et qu'il augmente le soutien aux victimes et qu'il commence à changer la situation sur le terrain dans les pays les plus touchés. La Grande-Bretagne a annoncé une dotation de 7,4 millions d'euros pour aider les victimes de violences sexuelles. Un protocole international pour mieux répertorier et poursuivre les crimes devrait également être étudié. Les parlementaires espagnols se prononcent en faveur de l'abdication du roi Juan Carlos. Ils ont donné aujourd'hui leur feu vert à une très large majorité, malgré les appels à un référendum. Plus de 200 voix pour, 19 contre et 23 abstentions. Réhouven Rivlin est le nouveau président d'Israël. Élu au second tour, il a reçu officiellement le soutien de l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou. À l'issue d'un scrutin à 2 tours soutenu par le parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'est le candidat de la droite, Reuven Rivlin, qui a été élu 10e chef de l'État d'Israël par le Parlement pour succéder au président sortant Shimon Peres avec 63 voix contre 53. À 74 ans, Reuven Rivlin, figure de la droite israélienne, est un partisan du Grand Israël. Avocat de formation, il a débuté sa carrière en 1988 en se faisant élire député et par 2 fois président de la Knesset. Il prendra ses fonctions le 28 juillet. En Israël, la fonction présidentielle est essentiellement protocolaire. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent mois de football qui commence déjà demain, jeudi 12 juin, sur les antennes RTI.